Bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez RevTech System, et c'est avec un grand plaisir que je co-anime cette série de balados avec le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex, comment ça va? Salut Antoine, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Alex, Yes. on s'est parlé récemment là, pour savoir quel sujet qu'on allait, le Ouais, sujet qui allait concerner l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Puis tu avais eu un flash là, que je te laisserais peut-être le décrire dans le fond. aujourd'hui, la semaine dernière, on était à Automate à Détroit, là, on avait fait un podcast d'ailleurs en live là-bas là, sur le plancher, mais il y avait énormément de robots collaboratifs un peu partout là, dans le salon là, à Automate. Puis on pensait bon, là, parce qu'il y avait plusieurs années, là, je dirais, mettons, de 2010 à 2014, il y a beaucoup de gens qui voyaient le robot collaboratif comme un jouet. On doutait un peu de sa percée dans le marché de la robotique. Fait que, à notre grand étonnement, là, c'est carrément pas ça le cas aujourd'hui. Fait qu'on voulait parler un petit peu d'histoire là, de la robotique en gros, mettre l'emphase un peu sur c'est quoi un robot collaboratif? Comment ça peut un peu s'implanter? C'est sûr qu'on va toucher un peu plus au niveau là, le sujet, mais c'est quoi un robot collaboratif? C'est comment il se différencie du robot industriel, puis comment il ressemble aussi au robot industriel. Ok. Ah, super, ça va être Donc, c'est super ça intéressant. qu'on veut regarder aujourd'hui. Bon, super. Fait que je sais pas si tu aimerais mieux, mettons, de commencer par l'historique peut-être ou. Ouais, ben, dans le fond, ça date de quand même assez longtemps, la robotique. Là, le premier robot a été implanté en 1961 chez General Motors. C'est un robot qui s'appelait Animate. Mhm. Puis ça a grandement évolué. Là, pour faire de robots hydrauliques à l'époque qui étaient programmés, on va dire, avec des disques perforés. Là, fait que c'est comme si on va dire une disquette avec des trous, puis les trous faisaient foi de code robot. Fait que ça, au niveau flexibilité, c'était pas vargeux, comme on dit en bon français. Puis, il y a une chose qui est drôle à rappeler, par exemple, là, les débuts de la robotique, c'est Isaac Asimov. Puis vous allez le voir de plus en plus, là, puis en fait, là, une couple d'années, on donnait une conférence, puis on parlait de ces trois lois-là, puis on faisait le lien un peu avec l'actualité d'aujourd'hui. Vous allez voir là, qu'avec les chats GPT, puis tout ce qui est intelligence artificielle, euh, c'est fou quand même à quel point c'est cette personne-là, là, j'ai pas les années exactes, là, mais tu sais, les débuts de robotique, on parle de 1920, tu sais, le mot robot a été inventé par l'écrivain tchèque Karel Kapke. Puis bref, après ça, ça a comme commencé un peu, là, c'est 1961, les nouveaux robots. Fait que Isaac Asimov, sûrement autour de ces années-là, on parlait des lois, il y a trois lois fondamentales en robotique. Il y a la première loi, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Mhm. Fait que ça, on voit nos robots en cage dans un milieu industriel, mais on peut aussi s'imaginer là, les fameux robots transformeurs là, dans les films où ils vont comme détruire le monde. La deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Wow. Puis on a la troisième loi qui est un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première loi ou la deuxième loi. Mhm. Euh, avec l'intelligence artificielle, c'est quand même rendu assez poussé, puis ces lois-là deviennent de plus en plus, reviennent un peu de plus en plus d'actualité. Tu sais, là, peut-être 10-15 ans, on voyait ces lois-là comme des lois funky pour pas qu'il y ait un robot humanoïde qui vienne détruire l'univers. Mais aujourd'hui, on prend l'exemple de, je dis un robot, mais une voiture là, à conduite autonome qu'on peut quand même catégoriser comme un robot. Mais quand il va conduire autonome, il va devoir prendre des décisions beaucoup plus poussées. Par exemple, si on voit une personne en avant, il y a deux personnes, c'est sûr qu'on va frapper une des deux personnes. À gauche, on a une femme enceinte. À droite, on a un enfant de 10 ans. Le système doit prendre une décision de quelle personne frapper. Fait que c'est un peu bizarre, c'est poussé un peu, mais l'intelligence artificielle vient quand même remettre un peu de, comment je pourrais dire ça? Vient remettre En en question? perspective là, ces Hein? trois lois-là. Ouais, Ok, tu sais, ouais, je comprends ce on que tu veux les dire, a qu'ils les vus. remettent en surface, là, qu'ils viennent les remettre d'actualité un peu plus. Là. Exact. Là, tu sais, quand on a commencé à rester qu'on présentait ces lois-là, puis tout le monde, aussitôt, on associe à deux de deux les Transformers, les robots contre Robocop. les humains. Mais là, c'est comme avec l'intelligence artificielle, les robots,
ils ont plus de capacité à apprendre par eux-mêmes, à prendre des décisions. Puis il y a des décisions qui sont rendues un peu plus d'aspect social, éthique et moral qu'une décision purement axée sur une mathématique. Donc, c'est juste pour mettre l'emphase un petit peu là-dessus. Puis là, après ça, c'est sûr que quand on a eu l'image, le premier robot a été déployé chez General Motors, puis on dirait qu'il y a eu comme une grosse vague par la suite d'association de la robotique à l'automobile. Les lignes de production se sont automatisées, se sont robotisées, puis c'est sûr qu'il y avait des gros sous dans le domaine de l'automobile. Fait que veut pas, là, on a quand même tendance à associer, puis encore aujourd'hui, peut-être de moins en moins, mais la robotique à une chaîne de production sans humain, qui coûte extrêmement cher, puis il n'y a pas de flexibilité. Puis quand le robot collaboratif est arrivé, il a vraiment comme challengé un peu ce mindset-là. Même si le robot industriel va quand même challenger ce mindset-là, parce qu'on fait beaucoup chez Reftech, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est une cellule robotique ou un robot qui va prendre part à une étape de production, mais ce n'est pas nécessairement une chaîne de production. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça pour ce qui était un peu historique. Depuis les années, on va dire 80, depuis les années 60, où il y a eu le premier robot. Ensuite, ça a vraiment comme resté un peu plus dans le domaine de l'automobile. Après ça, dans les années 80, en montant, le robot industriel, on a commencé à le voir popper dans différentes usines manufacturières et tout. Jusqu'à ce qu'en décembre 2008, un premier robot collaboratif UR5 de la compagnie Universal Robot est sorti en décembre 2008. À partir de là, eux sont comme nous un peu chamboulés, un peu le statu quo. La robotique. Le statu quo, parce que là, c'était des robots qui cohabitaient et qui collaboraient, on va dire, avec les humains. Fait que c'était comme nouveau, tu sais, les normes de sécurité, puis tout, c'était pas encore adapté. Les gens avaient à apprendre à travailler avec ça. Puis on avait, avec le temps, on avait développé, on va dire, des bons vieux réflexes d'implantation de robotique industrielle. Fait que d'avoir un robot pas dans une cage, comment qu'on le gère, là, ça a été quand même assez long. Là, je dirais de 2012 à. Le premier est installé en 2008. On s'entend qu'il y a eu peut-être quelques lacunes, on va dire, au départ, là, de mise en route dans le monde manufacturier. Mais je dirais que vraiment, c'est de 2012 à 2016 là, que c'est devenu un peu plus pratique courante, là, cette espèce d'adoption-là de la robotique collaborative. Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Je vais le tester, je vais voir comment l'implanter. Puis pour donner un exemple, le robot il est sorti en 2008. Puis la norme ISO, ils ont sorti une technical spec, mais c'est juste allé en 2016 avec les normes ça. Fait que de 2008 à 2016, là, c'est un peu. Comment je peux dire ça? Il y a eu on était un peu en phase découverte. Oui, exact. Exact. Donc, en gros, c'est ça un peu l'histoire de la robotique collaborative. Puis aujourd'hui, j'ai pas le chiffre exact de robots collaboratifs vendus dans le monde, mais au début, on avait Universal Robots qui sont arrivés, puis aujourd'hui, on voit les grands joueurs comme Fanuc, ABB, Yaskawa et Kuka, là, vraiment pousser un peu plus leur modèle de robot collaboratif. Fait que, aujourd'hui, on peut se dire que c'est pas une idée qui est folle d'être avec les robots collaboratifs. Là, c'est de quoi qui. C'est un besoin que le manufacturier a, c'est des applications qui sont différentes. Fait que c'est une technologie qui est là pour rester. Effectivement. Pour faire un peu un point, là, Antoine, là, au niveau des modes de collaboration, là, ce qui aide vraiment à différencier là, les robots collaboratifs des robots industriels, là, c'est vraiment les façons de collaborer avec le robot. Tu connais certainement, puis je pense que la majorité des gens, je ne sais pas ce que tu en penses, connaissent déjà un peu la sécurité au niveau des robots industriels enfermés dans une cage. Oui, 100% d'accord. Puis, j'aurais une question. Excuse-moi, je te coupe peut-être ton élan, là, mais l'autre fois, on avait jasé, là, puis on disait qu'il y avait une distinction entre la collaboration et la cohabitation. Là, puis, je ne sais pas si ça peut venir pertinent un petit peu plus tard dans notre discussion, mais là, j'ai eu un flash, je voulais t'en glisser un mot tout de suite. Oui, mais en gros, c'est que la sécurité du robot collaboratif va se résumer par une analyse de risque. Puis dans l'analyse de risque, on a trois facteurs qu'on va évaluer. Puis ce qu'on doit faire dans l'analyse de risque, c'est vraiment de venir réduire le risque. Parce qu'on ne pourra pas l'éliminer, le risque du robot, mettons, qu'on ait vraiment aucune blessure. C'est pas juste avec les robots collaboratifs qu'on n'élimine pas le risque, mais dans un peu n'importe quelle tâche manufacturière, des fois, il va rester un risque qui va être minimal et contrôlable, soit par
la formation, mettre un API ou des trucs comme ça. Puis il y a 3 critères qu'on regarde quand on fait notre analyse de risque pour donner notre niveau, dans le fond, pour nous donner un niveau de risque, puis après savoir comment on peut le contrôler. Là-dedans, on parle de la sévérité de la blessure que ça peut causer. On parle de mort, fracture, égratignure. On parle ensuite de la fréquence d'exposition au risque. C'est là que le terme collaboratif et cohabitatif ou cohabitation a un impact. Trop souvent, on pense au robot collaboratif en étant en constante collaboration avec l'humain. L'humain attend après le robot pour prendre une pièce directement sur le robot, va la redonner, puis à chaque seconde, on a une exposition au risque. Mais la réalité de la plupart des applications collaboratives, c'est que oui, il y a une exposition au risque, mais on le voit plus à une fois à l'heure, une fois aux 4 heures, une fois aux 8 heures. Des fois, c'est une cohabitation dans le sens que le robot va travailler dans une zone pendant que l'humain va être dans l'autre. Puis qu'il n'y aura pas de risque de frappe, puis on a des outils de logiciels sur les robots pour monitorer ça. Donc, c'est vraiment là qu'on parle vraiment plus. Il faut vraiment plus le voir comme une cohabitation et non une espèce de cohabitation constante. Puis, dans le fond, ce qui vraiment, là, c'est vraiment souvent, nous autres, on va parler des 4 modes de collaboration. C'est là qu'on vient vraiment comme différencier un peu la technologie du robot industriel et la technologie du robot collaboratif. On considère 4 modes de collaboration humain-robot qui sont, on va dire, 4 modes de collaboration. On va vous montrer comment les 2 technologies s'appliquent. On a ce qui s'appelle un Safety Rated Monitored Stop, qui est un fameux e-stop. On va ouvrir, mettons, dans le robot industriel, cette technologie, cette façon de collaborer est là. Dans le robot collaboratif aussi. C'est simplement un robot qui est soit enfermé ou qu'on a un dispositif de sécurité, un arrêt d'urgence, soit pour désénergiser le robot, rentrer puis faire notre interaction, faire notre maintenance sur le robot pendant que le robot est à énergie zéro, on va dire. Ensuite, il y a le end-guiding. Le end-guiding aussi, là, qui est le guidage, on va dire, à la main, de carrément prendre notre main et prendre le robot, est quelque chose qui est disponible dans les 2 technologies. On a, dans le robot collaboratif, on le sait, là, on voit celui-là, je pense que c'est la démo la plus... la première démo que tous les gens qui regardent le robot collaboratif ont dû avoir. C'est... souvent, il va y avoir un bouton qu'on va appeler Free Drive ou un bouton qu'on va peser ou un mode qu'on va actionner pour tomber en espèce de end-guiding. Donc, on va pouvoir prendre le robot et le déplacer avec notre main. Dans le robot industriel, on a la même chose. On a quelque chose de similaire. Vous pourrez voir l'option, c'était Kinetic Teaching à l'époque, de robotique pour les robots Yaskawa. On pouvait prendre un robot soudeur et le déplacer avec notre main. La différence entre l'industriel et le collaboratif, c'est le dispositif d'actionnement du mode de end-guiding. Dans le robot industriel, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un deadman switch. Chaque fois que je check la traduction en français de celle-là, ça dit un arrêt homme-mort, mais c'est un deadman switch. En fait, c'est un je pense que ça s'appelle vraiment comme un sélecteur 3 positions. Dans le fond, on peut le voir comme une poignée. On va avoir 3 positions de serrage. On a une position relâchée, une position milieu, puis une position défoncée qui est, mettons qu'on serre notre main et qu'on la ferme, la poignée au complet. Ce qu'on veut, c'est de mettre en position milieu pour activer le mode de end-guiding, pour être capable de déplacer le robot. Puis ce dispositif-là, il fait en sorte que s'il arrive quelque chose puis la panique nous prend, peu importe si le réflexe est de relâcher la poignée ou de la serrer fort dans notre main, le robot va arrêter. Fait que c'est là la différence entre le collaboratif et l'industriel au niveau du end-guiding. Parce que le collaboratif, on fait juste peser sur un bouton. On pèse sur un bouton. Qui active la end-guiding. Ouais, il faut qu'il est en end-guiding, on peut le déplacer. Puis lui, il continue de monitorer au niveau sécurité là, un peu les impacts aux alentours, mais il n'y a pas. C'est vraiment juste ça, le deadman switch qui est utilisé, qui est vraiment la différence entre les deux. Ensuite, on a les fameux scanners de sécurité, Antoine, qu'on voit de plus en plus dans le monde manufacturier, qui est on va dire un faisceau qui va balayer souvent à peu près, on va le mettre souvent à un 6 pouces du sol, il y a plusieurs positionnements possibles, mais que ce scanner-là va monitorer la distance d'un objet
tel un opérateur par rapport au robot, par rapport au scanner qui va être installé à proximité du robot. Dans ce cas-là, souvent, on va le délimiter en zone. On va le résumer à une zone verte qu'on va dire qui est l'opérateur est loin du robot. Une zone jaune qui est, oh, l'opérateur commence à s'approcher, pourrait être exposé à un certain danger. Et une zone rouge qui est, OK, l'opérateur est vraiment près du robot, dans la zone de travail du robot, il est exposé à un danger. Encore là, on peut avoir les deux, ce mode de collaboration-là est applicable aux deux technologies, le robot industriel et le robot collaboratif. La différence entre les deux va vraiment être, au niveau de la vitesse qu'on peut donner selon la distance de l'opérateur. Donc là, le robot industriel va avoir une certaine vitesse. Quand l'opérateur va approcher, on doit aller voir les temps d'arrêt sur les arrêts d'urgence, mettons, du robot. Ça, c'est des specs contrôle des manuels pour dire à quelle distance qu'on va arrêter le robot. Le robot collaboratif n'aura pas nécessairement les mêmes temps d'arrêt. Puis d'une marque à l'autre, ces temps d'arrêt-là, pour dire c'est quoi notre distance, si jamais l'humain il se met à courir puis s'en aller vers le robot, sont différents. Okay. Mais vraiment, la grosse différence entre l'industriel et le copilot dans ça, c'est quand l'humain arrive dans la zone rouge, dans une proximité près du robot. Le robot industriel, on est obligé de l'arrêter et de le désénergiser, tandis que le robot collaboratif, on peut juste le réduire à une vitesse qui va avoir été identifiée collaborative par notre analyse de risque. Fait que c'est là la grosse différence avec les scanners de sécurité. Au niveau industriel, là, je pense que c'était ABB qui avait sorti le Safe Move Pro 2. Je pense, Ouais. pour ceux qui sont intéressés, allez voir une vidéo, on le voit, c'est un robot qui est pas de cache, puis ouais, littéralement, là, il est attaché au sol, puis il fonctionne, puis on voit l'opérateur là, qui fait exactement ce qu'Alex il décrivait d'entrer vers le robot, puis le robot ralentit, puis il finit par s'arrêter. Fait que ceux qui sont intéressés pourraient mieux comprendre la technologie. Exact. Puis on pourrait reparler là, vite, rapidement après là, la différence. Tu sais, tout ce qui est Safe Move Pro et d'autres technologies sur des robots industriels. Fait que tu sais, c'est drôle parce je sais pas si c'est marketingment parlant, tu sais, on appelle ça un robot collaboratif, mais il y a moyen de collaborer aussi avec un robot industriel. Fait que ça vient challenger ce mot-là, mais tu sais, je pense que c'est trop incrusté. Là, le terme robot collaboratif est trop incrusté pour un peu changer cette vocation-là. Ce flou-là va rester, mais c'est quand même drôle. Le dernier mode qu'on avait, c'est le Power and Force Limiting. Dans le fond, c'est que le robot est constamment en train de monitorer les forces externes qui peuvent être appliquées sur lui, tel un impact. Fait que rentrer en contact avec un humain, rentrer en contact avec un mur, avec un convoyeur, avec peu importe c'est quoi. Là, c'est là vraiment que le robot collaboratif se distingue par rapport au robot industriel. Puis là, justement, en fonction du Safe Move Pro, il y a le Collision Detection aussi, il y a le DCS chez Fanuc. Le robot collaboratif, c'est important pour choisir un bon collaboratif et valider s'il est vrai. C'est que normalement, dans son manuel ou auprès du fabricant, vous allez être capable de retrouver une norme de ces éléments de sécurité-là avec une certification. Si je prends le UR, par exemple, quand on va aller dans l'interface de sécurité, puis on va setuper les paramètres de sécurité pour notre application, comme le power maximal qu'on peut frapper pour détecter une frappe, la vitesse maximale du TCP, vitesse maximale de chaque joint, et ainsi de suite. On va voir que ça a été catégorisé sécuritaire. Fait qu'on va avoir une certification comme PL2 catégorie 3, qui est le niveau... comment je peux dire ça? Qui est un peu c'est le niveau de sécurité, dans le fond, que ces fonctions-là ont été approuvées. Quand on regarde du côté de Fanuc et ABB, où on a des systèmes comme le Collision Detection, le robot industriel aussi, il monitore constamment le courant qui va passer dans chacun de ses joints, qui va être demandé par chacun de ses joints. Puis quand on passe un certain threshold, il va dire « Hey, je viens de rentrer en collision ». Ça, c'est le Collision Detection. Ça t'évite des fois de briser ton outil robot, de briser un convoyeur, de briser quelque chose dans ta cellule. Mais cette fonction-là dans le robot industriel n'a pas été certifiée sécuritaire pour l'humain avec un niveau de safety. Donc, autant haut que le UR, mettons.
Excuse un peu, j'ai pas. OK, mais Autant. il a été certifié niveau sécurité, mais pas autant haut que le UR, par exemple. Non, il est juste vraiment pas certifié sécurité. Pour aller certifier mettons, tu aurais un signal, puis tu veux juger sécuritaire, tu as des critères à respecter et une redondance dans ton signal qui doit passer par des éléments différents. Deux relais différents, d'une marque différente, pour essayer de faire augmenter la probabilité que ton système échoue à sa tâche. Puis, mettons, tu as PL2 catégorie 3, puis tu pourrais avoir, de mémoire, il y a PLE catégorie 4. La différence, mettons, entre les deux, c'est que le PLE catégorie 4, les probabilités que ton système de sécurité fail à sa tâche est beaucoup plus élevée que le PL2 catégorie 3. Mais la plupart des composantes de sécurité, quand on regarde l'analyse de risque, des composantes en PL2 catégorie 3 sont suffisantes pour faire la gestion du risque dans les applications en temps normal. Ouais. C'est vraiment la différence, c'est le hardware du collision detection et le software de comment c'est fait dans le robot industriel n'a pas de redondance, donc ne peut pas être catégorisé sécuritaire, peut seulement être utilisé pour éviter des bugs mécaniques. Puis le robot collaboratif, lui, les signaux ils ont des redondances, le logiciel aussi. Puis ça a été vraiment certifié sécuritaire avec un niveau avec un niveau de performance un niveau de performance de sécurité. C'est vraiment là la différence. Après ça, si on parle rapidement là, du SafeMove Pro ou DCS ou autre de famille, QR aussi, la même chose. Souvent aussi, là, quand on regarde notre sécurité robot, autant dans l'industrie que dans le collaboratif, c'est de pas tout le temps, de pas nécessairement considérer l'enveloppe totale du robot dans notre analyse de risque en se disant que le robot il peut se rendre partout dans son enveloppe. Il y a des fonctionnalités catégorisées safety, autant dans l'industrie que dans le collaboratif, qui vont faire en sorte que virtuellement, on va pouvoir construire une boîte autour de notre robot, une enceinte virtuelle dans laquelle le robot va vraiment rester. Puis on va pouvoir dire que ça, c'est vraiment comme une enceinte, pas mécanique nécessairement, mais que ça va être vraiment les limitations de où ce que le robot peut travailler. Puis ça va vraiment aider pour l'analyse de risque. Autant pour la distance qu'on va positionner notre cache sur un robot industriel que pour le robot de collaboratif, la distance par rapport à un passage qu'on ne pourra pas frapper. En gros, c'est vraiment ça, là, rapidement, la différence là, entre les deux robots. Parce que sinon, quand on regarde là, au niveau du robot industriel et du robot collaboratif en termes de technologie ou de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là, il y a quand même beaucoup de similitudes. Aujourd'hui, on voit des robots collaboratifs là, dans le FANUC qui vont se rendre à un 25 kg, même un 50 kg de payload avec... on avait à Atomic un 135 qui était maintenant rendu à 50 kg. Fait que, quand on regarde, on va dire du 0 kg jusqu'à 50 kg, puis on compare un industriel avec un collaboratif, la différence de techno, c'est quand même similaire. C'est vraiment l'application après ça qui va venir nous dire, bon, aussi quelle technologie qui est applicable. Des fois, le robot collaboratif va être plus facile de programmation. L'interaction opérateur va être meilleure. On n'a pas besoin d'aller à des grandes vitesses, mais en termes de qu'est-ce que les deux peuvent réaliser, il y a quand même beaucoup de similitudes. Fait que c'est normal qu'on ait des fois de la misère quand les gens ils ont commencé à trancher, puis quand les gens ont commencé à regarder des applications, souvent ils le regardaient d'un aspect. On a un bagage. Le bagage qu'on avait, c'était des robots industriels. Fait que là, les gens se faisaient dire mets un cobot dans l'usine, mais là, tu sais, eux autres, au lieu de revoir les applications d'un point de vue neutre, on se disait il faut que je mette un cobot à quelque part. Fait qu'on cherchait des applications robots. Souvent, on retombait dans une application qui était haute vitesse, haute cadence et autres, puis on se redirigeait rapidement vers le robot industriel. Puis je pense que tu en as glissé un mot, là, puis je pense que ça peut être très important vu qu'on est en train de faire la distinction entre collaboratif et industriel. Mais c'est important de mettre vraiment l'emphase sur oui, on a un robot qui est collaboratif, mais qu'est-ce qui va faire que ça va rester collaboratif? C'est essentiellement, tu me corrigeras, mais c'est l'application. Parce que si on pense qu'un robot collaboratif qui ne serait pas dans une cage où les vitesses de sécurité font du sens, etc., si l'application est dangereuse pour l'opérateur. Exact. Ouais, c'est vraiment, comme tu dis, là, on dit le robot collaboratif, pas encore là, c'est l'autre erreur. Tantôt, on parlait du robot cohabitatif, mettons. Mais c'est vrai que l'autre erreur, c'est vraiment
c'est l'application qui va vraiment définir si c'est collaboratif ou non. Fait que c'est vraiment plus une application collaborative ou industrielle. Puis le choix de la technologie, on peut avoir une application industrielle puis utiliser un robot collaboratif. Puis on peut avoir un robot industriel puis avoir une certaine collaboration avec l'humain. Fait que c'est vraiment de regarder l'application. Puis voir c'est quoi, mettons, oui, il y a la technologie de le cobot a un meilleur potentiel de cohabiter avec l'humain, mais des fois, il y a d'autres avantages aussi par rapport à l'autre. Souvent, on va reparler de facilité de programmation. Là, dans le collaboratif, la programmation, dans certaines marques, il y a beaucoup plus simple. Fait que c'est vraiment de regarder notre application, de l'avoir d'un point de vue neutre, de bien la définir. Puis après ça, de voir ce qu'on a disponible de technologie, puis c'est quoi nos critères de sélection. Bon point. Wow, ben ça fait vraiment un bon wrap-up de la distinction qu'on peut faire entre un cobot et un industriel. Vraiment, puis on pourrait en jaser pendant des heures. Là, il y avait vraiment beaucoup de nouveaux robots collaboratifs là, à Automate. Puis on trouvait que c'était important ce matin de faire un mini topo parce que clairement, là, cette technologie-là est là pour rester. Bon, mais cool. Merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir, Antoine. Puis merci pour cet épisode du podcast. Yes, exact. Fait que dans le fond, en terminant, j'aimerais inviter les auditeurs, s'ils ont des questions, des suggestions ou des commentaires, à nous contacter au podcast@reftech6.com, revtechsys.com. Ça va nous faire plaisir, évidemment, de vous répondre. Fait que merci beaucoup, Alex, pour ton temps et cette beau topo entre le collaboratif et l'industriel. Merci, Antoine. Salut, bonne journée. Bye.